De retour dans l'interface. Je le sais très bien que nos AI sont pas terminés et sont loin d'être parfaits, mais c'est le temps de les mettre de côté pour quelques vidéos pour pouvoir terminer les autres éléments de notre jeu. Et on va probablement revenir plus tard pour continuer de les améliorer. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est améliorer notre interface. Donc, on va se rajouter un portrait de l'unité qui est active en haut à droite, qui va nous montrer le nombre de points d'action et de points de mouvement que l'unité a. Ça va aussi nous montrer l'unité qu'on passe sous la souris, comme ça on va pouvoir sélectionner les unités et afficher leurs statistiques. Ensuite, on va aussi ajouter la couleur des équipes des unités autour de leurs icônes, comme ça va être plus facile à identifier quelle unité est dans quelle équipe. Et aussi, on va pouvoir interagir avec les unités en utilisant ces boutons-là au lieu de devoir cliquer sur les unités directement sur la grille. Donc, on a beaucoup de choses à faire, donc on est parti. Donc, dans Unreal, on va commencer par le portrait qui apparaît en haut à droite de l'interface de combat. Mais avant d'aller faire ça, on va aller s'importer quelques textures. En fait, je ne vais pas m'importer une nouvelle texture. Je vais utiliser des icônes qu'on a déjà dans le projet. Les icônes sont dans notre dossier de texture et de UI ici. J'ai mon icône d'action point et mon icône de mouvement point ici, l'éclair et les flèches. Je vais juste les dupliquer parce que je vais sûrement les remplacer plus tard, mais pour l'instant, je veux juste avoir des icônes différentes des icônes qu'on utilise dans le debug menu. Donc ici, j'ai dupliqué mon icône d'éclair et je l'ai renommé TX icône AP. Et ensuite, je vais dupliquer mon icône de mouvement de point que je vais renommer TX icône underscore MP. Voilà, comme ça, on a des icônes complètement indépendantes qu'on peut utiliser dans notre menu. Et si jamais on essaie de les modifier dans le futur, on va pouvoir modifier ces deux icônes-là et ça ne touchera pas les icônes qui sont utilisées dans le menu de debug. Et maintenant qu'on a nos deux nouvelles icônes, on va pouvoir aller créer notre nouveau widget. Donc, je vais juste aller dans mes blueprints, ici, dans mon dossier Core Combat, dans mes widgets de combat, et je vais me créer un nouveau widget blueprint que je vais nommer W underscore combat underscore unit info et on va l'ouvrir pour pouvoir le designer. Et voici mon interface, donc je vais passer au travers avec vous. Premier élément que j'ai ici, c'est une size box comme parent, parce que sinon, mon interface, on peut voir que le scale, il est un petit peu étrange comme ça, si j'ai pas ma size box d'activer. Donc, on commence avec une size box, les valeurs que j'écris en haut à droite si vous voulez les copier. Ensuite, à l'intérieur de ça, j'ai une horizontal box parce qu'à gauche, j'ai mes statistiques de mon unité et à droite, je vais avoir l'icône de mon unité. Et justement, on va regarder à l'icône en premier parce que c'est plus simple. Ici, j'ai une scale box parce que mon component va se refaire scaler dépendant de ma size box qui est juste ici. Donc, c'est ça qui permet au component de se scaler correctement. Et à l'intérieur, j'ai mon bouton de Unit Icon. Bouton qu'on a déjà utilisé plusieurs fois dans le projet. Ici, à droite, dans les settings, j'ai simplement fait en sorte que mon unité regarde par à gauche parce qu'on va la mettre dans le coin en haut à droite de l'écran. Donc, ça fait plus de sens si elle regarde à gauche. Donc, ça, c'était pour la partie droite de mon horizontal box. Maintenant, on peut aller à la partie gauche qui contient toutes les statistiques de notre unité. Donc, à l'intérieur de ma vertical box ici, parce que j'ai plusieurs rangées de statistiques, j'ai certains components. On commence par un texte component ici en haut pour que je puisse plus tard écrire le nom de notre unité. Aujourd'hui, vu qu'on n'a pas de nom, on va juste utiliser la classe de notre unité pour l'écrire ici dans le texte. Ensuite, j'ai une barre horizontale pour pouvoir afficher des icônes et du texte, icône et texte, voilà. Donc, j'ai une première horizontal box ici, j'aurais pu toutes les mettre dans la même, mais bon, je les ai séparées parce que je crois que c'est un petit peu plus propre. Donc, j'ai une première horizontal box à gauche qui contient mon icône d'éclair et mon chiffre. Donc, j'ai mon image d'éclair. Ensuite, à droite, j'ai mon chiffre qui est entouré par une scale box comme ça. Si jamais le chiffre était vraiment grand, on va dire un chiffre super grand, le chiffre se rescale automatiquement pour fitter dans le petit encadré. S'il n'y avait pas de scale box, ça ne fonctionnerait pas. Le chiffre ferait juste se dépasser. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour les action points. J'ai mon chiffre qui est ici dans la scale box, dans l'horizontal box. Voilà. Et c'est la même chose du côté droit. Donc, j'ai mis un spacer entre les deux juste pour pouvoir ajouter un petit espace entre les deux. Et à droite, ici, j'ai une autre horizontal box avec une image à gauche, même chose. Ensuite, j'ai une scale box qui contient l'autre chiffre. Voilà. Donc ça, c'était pour les mouvements de point et action point. Et la dernière chose qui nous reste ici, c'est la barre de vie. Et en fait, je vais littéralement réutiliser la barre de vie qu'on affiche déjà en haut de la tête de nos unités. Donc notre WHP bar ici, elle est déjà créée. Donc pourquoi pas la réutiliser. Voilà. Donc on peut compiler et on va aller directement mettre ce widget-là dans notre widget de combat. Donc je vais retourner dans Entry et ouvrir WCombat. Et ici, en fait, je vais commencer par simplement dupliquer la bordure qui se trouve autour de ma barre de tour à droite. Donc, je vais dupliquer ma bordure ici. Ça me fait une deuxième bordure. Donc, on peut les mettre une à côté de l'autre. Je vais les wrapper dans une barre verticale. Donc, wrap with vertical box, juste comme ça, les deux. Je vais les mettre une par-dessus l'autre. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est aligner ma barre verticale comme ça, qu'elle prend tout l'écran. Voilà. Ensuite, ma première bordure, elle va accueillir le nouveau widget qu'on vient de créer. Donc, je peux supprimer mon WUnit Bar Copy qu'on vient de faire
nécessaire et on peut le remplacer par la nouvelle widget comme ça. Donc, on a notre widget qui est juste ici, le unit info, et en dessous du unit info, on a notre unit turn bar, voilà. Et maintenant, ça devrait bien apparaître si on s'en va tester dans le jeu. Donc, allons voir ce que ça donne. Je vais me rajouter des unités sur la grille, c'est pas vraiment important les unités qu'on choisit, voilà. Et on commence notre combat, et voilà. Maintenant, dans le coin en haut à droite, j'ai mon unité ici, qui n'est pas initialisée, évidemment. Et en dessous de ça, il y a notre unit turn bar qui, on voit qu'elle est la continuité du widget précédent. Donc, on voit qu'ils sont bien attachés ensemble. Parfait. Donc, maintenant, on peut retourner dans notre combat info pour aller faire le code qu'on veut ajouter à tout ça, parce qu'on a beaucoup de code à ajouter. Donc, on va aller dans le graphe. Et donc, comme on veut que notre widget réagisse et se mette à jour en utilisant les statistiques de soit l'unité qui est active en combat ou l'unité qui se trouve sous le curseur de la souris, on va avoir besoin d'une référence vers notre combat système, mais aussi de notre player action, parce que c'est lui qui décide c'est quoi l'unité qui se trouve sous la souris. Donc, ce qu'on va se faire, c'est simplement une fonction qui nous permet de setter le player action, et à partir de là, on peut obtenir le combat système si on le veut. Donc, on va commencer par une nouvelle fonction ici que je vais renommer setPlayerAction, et en input, je lui passe une variable de type playerAction évidemment, et à l'intérieur de cette fonction-là, je vais simplement prendre ma variable qui est ici et la promoter dans une nouvelle variable qu'on va avoir une référence à notre player action ici à gauche. Et maintenant qu'on a notre player action, on peut s'attacher au callback qui nous dit quand l'unité qui est hovered a changé. Donc on peut s'attacher au callback. Oh, c'est pas un callback, c'est une fonction. OK. On va double-cliquer dessus pour ouvrir le player action et voir ce que ça donne. OK, c'est notre événement qui se fait appeler pour pouvoir triggerer nos autres actions quand on ouvre une nouvelle case. C'est pas très bon. Donc, on va renommer l'événement et on va aussi se rajouter un callback en même temps. Donc, je vais m'écrire un callback ici et je vais renommer mon événement. Donc, j'ai renommé mon event execute action when over tile change. So, ça fait plus de sens que le nom qu'il avait avant. Et aussi, j'ai renommé mon callback ici onOverTileChange, maintenant que le nom n'est plus utilisé pour notre événement. Donc, onOverTileChange ici, en haut à droite, je me suis acheté un endpoint en input qui contient notre index. Techniquement, on n'en aura pas besoin, mais je voulais avoir le même format que notre onSelectedTileChange de juste ici, qui avait notre index en input. Voilà, maintenant, on peut juste aller appeler notre callback et on va l'appeler directement dans notre fonction. Donc, dans Update Over Tiles and Unit, juste ici. Et on va l'appeler après que toute la fonction ait fait son travail. Donc, je vais juste zoomer à la fin, juste ici complètement. Et on va l'appeler juste ici. Voilà. Donc maintenant, on a notre nouveau callback et on devrait être capable de retourner dans notre unit info pour s'y attacher. Donc, on over the tile change, on peut se connecter au bind event ou on over tile change. Juste ici, on va pouvoir se faire un create event et on va pouvoir se créer une matching function. Donc, create matching function. Fonction que je vais renommer on over tile change. Voilà. Donc, ça, c'est bon pour le premier callback. Maintenant, on veut s'attacher au deuxième callback, celui qui est dans le combat system. Donc, je vais prendre mon combat system qui est dans le player action et me connecter au callback qui se fait appeler quand une nouvelle unité commence son tour. Donc, même chose, je me fais un bind et un create event. Je vais me créer une matching function que je vais renommer onUnitTurnStarted. Et en fait, dans ces deux fonctions-là, on ne va rien rajouter vraiment. On va simplement s'en servir pour appeler une autre fonction parce que les deux événements, donc à chaque fois qu'on ouvre une nouvelle unité ou à chaque fois qu'on commence un nouveau tour, une unité commence un nouveau tour, ça va nous permettre de savoir c'est quelle unité qu'on veut afficher dans l'interface. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser ces deux fonctions-là pour appeler une troisième fonction que j'appelle UpdateLinkToUnit. Donc, on va mettre à jour l'unité qu'on veut afficher dans l'interface. Donc, je vais retourner dans mes deux premières fonctions pour appeler notre nouvelle fonction qu'on vient juste de créer. Donc, voilà ici. Ensuite, dans le unit turn started, on peut l'appeler juste ici. Voilà, donc nos deux callbacks qui vont appeler notre nouvelle fonction ici qui va mettre à jour l'unité qu'on veut afficher dans l'interface. Mais avant de commencer, je vais me créer deux nouvelles variables. Donc, premièrement, une variable dans notre blueprint. Donc, une nouvelle variable juste ici. Elle va être de type BPUnit et ça va être l'unité qui est liée à notre interface. Donc, linked_unit. Ensuite, je vais me créer une variable locale. Ça va être la nouvelle unité qu'on veut utiliser pour remplacer notre linked_unit. Donc, une nouvelle variable locale, juste ici. C'est encore de type BPUnit et celle-là, je vais la nommer desiredUnit. Et maintenant, on peut commencer la logique. La première étape, ça va être de setter notre desired unit. Donc, on fait un set de desired unit ici pour décider c'est quelle unité qu'on veut utiliser pour rafraîchir notre interface. Dans mon cas, ce que je veux faire, c'est que si jamais le joueur a sa souris par-dessus une unité, on va l'utiliser. Donc, si le override unit est valide, on va l'utiliser. Sinon, on va utiliser l'unité qui est currently active dans le combat. Donc, l'unité qui est en train de jouer son tour. Donc, soit l'unité qui est en dessous de la souris, soit l'unité qui est en train de jouer son tour. On set notre variable de desired unit et ensuite, la prochaine étape, c'est de comparer cette variable-là avec la variable de notre linked unit pour savoir si on doit la remplacer. Donc, on va faire ça ici. Si jamais notre desired unit n'est pas égal à notre linked unit, on va le remplacer, sinon on ne va rien faire.
Mais par contre, pour la remplacer, c'est pas aussi simple que de simplement setter notre nouvelle variable parce qu'on s'attache à des callbacks pour être sûr de toujours rafraîchir notre interface aussitôt que les statistiques de l'unité changent. On va s'attacher au callback de quand les statistiques de l'unité changent, évidemment. Mais dans notre cas, comme qu'on va savoir attacher à ces callbacks-là, il faut bien sûr les déconnecter avant de se reconnecter à la nouvelle unité parce que sinon, notre interface va se faire rafraîchir par toutes les unités qui se font updater dans le combat. Puis c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment que seulement l'unité qui est sélectionnée rafraîchisse notre interface. Donc, on va se faire une petite séquence ici pour déconnecter l'unité précédente et ensuite, on va lier notre prochaine unité. Donc, c'est pour ça ici que je mets mon set dans la deuxième pin de ma séquence. Donc, on commence par déconnecter l'unité précédente et ensuite, on va se reconnecter à l'unité desired. Et donc, je vais me déplacer à droite pour continuer la logique, juste ici, et c'est relativement simple. Première étape, c'est de déconnecter notre unité actuelle. Donc, je regarde si mon unité actuelle est valide. Ici, c'est le cas, je vais me déconnecter de mon onUnitStatChange. Comme ça, notre unité va arrêter d'appeler notre interface et lui dire de se rafraîchir. En ce moment, on n'a pas de fonction pour se connecter à ça, donc je vais juste me créer une nouvelle matching function ici. Je l'ai nommée onLinkedUnitStatChange et je l'ai connecté dans mon event comme ça. Et ensuite, lorsqu'on set notre nouvelle linked unit, ici, on va faire l'inverse. On va quand même regarder si l'unité est valide, mais ensuite, on va se connecter à notre onUnitStatChange. Comme ça, notre unité va se mettre à appeler notre interface et lui dire de se rafraîchir. Et finalement, je vais aussi faire sûr d'appeler manuellement ma fonction juste ici, tout de suite après. Comme ça, aussitôt que notre linked unit va se faire mettre à jour, on va rafraîchir l'interface. Et en fait, tant qu'à être ici, à gauche, on a notre HP bar et cette HP bar-là a besoin d'une unité aussi pour se rafraîchir. Donc, comme on veut que notre barre de vie utilise la même unité que notre autre widget qui montre les autres statistiques, on va l'updater en même temps. Donc, quand l'unité linkée elle change, quand on veut la déconnecter, on va simplement déconnecter notre HP bar de l'unité actuelle. Donc, je fais juste un set unit en lui passant rien. Comme ça, il se retrouve avec aucune unité à utiliser pour se rafraîchir. Et ensuite, quand on assigne notre nouvelle linked unit et qu'elle est valide, là, on va simplement aussi la passer à notre HP bar comme ça. Notre HP bar se le fait mettre à jour en utilisant la nouvelle unité qu'on lui dit d'utiliser. Parfait. Donc là, on peut compiler ça et on peut aller dans notre fonction onLinkedUnitStatChange pour mettre à jour tous les chiffres qui sont écrits à l'écran. Et donc, quand les statistiques de notre unité changent, on va commencer par mettre à jour notre barre de vie parce que c'est la plus simple, le code est déjà fait. Donc, on peut simplement appeler notre event update HP bar. Voilà, notre barre de vie devrait se mettre à jour. Ensuite, pour tous les autres chiffres, donc les action points, movement points et le nom de l'unité, on va devoir utiliser les statistiques de notre unité. Donc, on va juste briser la structure pour obtenir tous les chiffres qu'on a besoin et on va les afficher dans l'interface. Mais la première chose que je voudrais afficher, ce serait le nom de mon unité et je vais le faire de cette façon parce que dans le fond, on n'a pas de nom d'unité encore dans nos statistiques. Donc, à la place, je vais simplement afficher le type d'unité. Donc, c'est un wire, un priest, un chicken et ainsi de suite. On va afficher ces informations-là dans l'interface, donc dans notre texte unit name. Ensuite, pour le prochain, ça va être les movement points. Donc, dans notre texte movement point, on va connecter le nombre de movement point current de l'unité. Et ensuite, pour les action points, on va faire la même chose. Donc, dans notre texte d'action point, on va connecter les action points current. Voilà. Donc là, on devrait avoir une interface qui se rafraîchit au fur et à mesure que le combat avance. Il y a juste une petite chose par contre, on n'appelle jamais notre set player action. On a créé notre fonction, mais on n'a jamais été l'appeler. Donc ça, on va aller faire ça dans notre widget de combat. On va aller dans le graphe et ici, on applique déjà notre player action à notre turn bar. Donc on va faire exactement la même chose pour notre widget de unit info qu'on vient de créer. Donc je vais juste déconnecter ça ici, me faire la place et me faire un set player action ici sur notre widget unit info. Voilà, donc maintenant, si je compile et je sauvegarde tout ça, on devrait avoir un résultat dans le jeu déjà. Donc, on peut essayer. Donc, j'ai 4 unités sur la grille, un guerrier, un ranger et tout. Et là, je vais juste commencer le combat. Ok, bon, j'ai déjà un warning dans le log. Ok, c'est pas génial, mais bon, au moins, en haut à droite, ça dit warrior. Ça affiche une image de ranger. Ça, c'est un peu étrange. On met jamais à jour l'interface. Donc, il faut préparer ça. Mais nos action points sont 6, 3 mouvements de pointe. Si je me déplace, on dirait que ça fonctionne. Un mouvement de pointe, 0 mouvement de pointe. Si je lance mon sort, maintenant, ça devrait updater les action points. Et voilà, ça fonctionne. Et là, je vais juste lancer des sorts et voilà. Ensuite, si je passe ma souris sur une autre unité, ah, ok, ça écrit Ranger. Oh, ça me fait des erreurs, on va voir ça plus tard. Mais bon, si je passe ma souris sur cette unité-là, on voit que ça met à jour les chiffres. Même chose pour la slime, même chose pour le priest. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, pour la barre de vie, on va voir si elle fonctionne. Donc je vais juste attaquer mon autre unité avec mon Ranger. Donc on va juste l'attaquer. On va l'attaquer encore une fois. Et voilà, donc si je passe ma souris sur l'unité qui a perdu la vie, on voit que son nombre de vie, il baisse. Voilà, donc ça c'est bien.
Mais là, par contre, on a plusieurs erreurs. Donc, si je fais stop, ça devrait nous montrer notre belle fenêtre de message log avec, ouais, plein d'erreurs. C'est génial. On va commencer par la première. On va aller voir c'est quoi le problème. Donc, ici, le set text, ça nous dit que access none, l'unité n'est pas valide. OK, parfait. On va faire set text. On va juste cliquer ici pour ouvrir notre widget de HP bar. Et dans le fond, c'est juste ici parce que notre unité n'est pas toujours valide quand on appelle notre update HP bar. Si jamais on avait déconnecté une unité et on n'en a pas reconnecté une autre, ça nous fait une erreur ici. Donc, c'est ça le problème. Donc, ici, je vais juste simplement me faire un is valide pour regarder si l'unité est valide avant d'essayer de l'utiliser pour mettre à jour les chiffres qui sont écrits dans l'écran parfait. Et en fait, tant qu'être ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la couleur de notre barre de vie dans le jeu, elle reste toujours rouge. Elle ne se met pas à jour avec la couleur de l'équipe de notre unité. Ça, c'est parce que dans le fond, on a appliqué cette couleur-là à l'intérieur de notre unité, mais je crois que ce serait bien qu'on la mette à jour en tout temps. Donc, à chaque fois qu'on va utiliser notre unité pour mettre à jour notre barre de vie, on va faire sûr que la couleur est la bonne couleur pour utiliser la couleur de l'équipe de notre unité. Donc, je vais simplement me déplacer à droite ici et à la fin, après avoir mis à jour notre barre de vie et notre texte, on va simplement mettre à jour la couleur de cette façon. Donc, on demande à notre progress bar de mettre à jour sa couleur en utilisant le theme index de notre unité. Voilà, donc là, notre barre de vie devrait avoir la bonne couleur. Ici, on retourne tester dans le jeu. On ne devrait plus avoir d'erreur quand on essaie de jouer. Donc, on va commencer le combat. Et bon, OK, première étape, ça va bien. On n'a pas d'erreur quand on commence à jouer. Et si on passe la souris sur les autres unités, on n'a pas d'erreur non plus. Et la barre de vie en haut à droite se met à jour. La couleur, elle change bien. Donc, parfait. Maintenant, je peux déplacer mes unités, attaquer d'autres unités. Ah, je peux pas parce qu'elle est trop loin. Mais je peux attaquer cette unité-là ici. Voilà, je peux me déplacer. On voit que si je passe mon tour, ça met à jour l'unité qui est en haut à droite. La barre de vie, toutes les statistiques se met à jour et tout. Et même chose, si je passe ma souris par-dessus, là, on avait déjà testé et ça fonctionne très bien. Parfait. Donc là, la prochaine étape qui nous reste à changer, c'est l'icône dans le coin, parce qu'en ce moment, on ne change jamais notre icône, et pour ça, il va falloir aller changer quelque chose dans notre bouton d'unité. Donc, on va aller faire ça. Je vais juste faire stop, et on va aller trouver notre bouton d'unité qui se trouve ici dans unité, dans widget, je crois, button underscore unit. Donc, on va ouvrir ce widget-là ici. Et on va aller directement dans le graphe et la partie qui nous intéresse, c'est la partie ici dans le préconstruct. C'est ici qu'on utilise l'unité qu'on reçoit en input pour mettre à jour notre interface, se connecter à tous les callbacks qu'on a besoin, appeler toutes les fonctions qu'on a besoin pour initialiser notre bouton et tout. Donc on veut faire ça à chaque fois qu'on met à jour notre unité. En ce moment, on ne le met pas à jour, donc c'est pour ça qu'on n'en avait pas besoin, mais là on veut le mettre à jour. Donc ce que je vais faire, c'est collapser tout ça dans une nouvelle fonction que je vais utiliser à chaque fois que je veux changer d'unité. Donc je vais faire clic droit, collapse to function. OK. Unreal me laisse pas le faire. Bon, ok, Unreal, merci Unreal. Ce que je vais faire, c'est juste copier tout ça à la place, en fait couper tout ça et aller le coller directement dans une nouvelle fonction. Donc je m'écris ma fonction, je colle mes nodes ici et je vais juste les reconnecter au tout début. Et là, je crois que j'ai vu un problème déjà. Ok, mon callback ici, il est déconnecté. Même chose pour mon callback qui est ici. Bon, ok, je vais juste reconnecter mes nodes rapidement et ensuite je vais vous montrer le résultat. Mais bon, c'est la même chose qu'on avait avant. Je vais juste refaire mes nodes. Donc voilà, c'est fait. J'ai juste reconnecté mes deux callbacks ici et le callback qui est là. Donc si je zoome ici, on voit que c'est le callback de onUnitOverChange et le callback de onUnitSelectedChanged. Ici, je les ai reconnectés aux événements. Et ici, à la fin, même chose, onUnitStatChange, que je le reconnecte à mon événement. C'est la première fois que je voyais ce bug-là. C'est vraiment étrange. Je comprends pas pourquoi Conrail a fait ça. Bon, ok, là, je vais juste renommer ma fonction pour setLinkedUnit et on va s'en servir pour setter notre variable d'unité. Donc, je vais juste me faire un petit set juste ici. Je vais le connecter au début pour me créer ma pin de input et je vais la connecter juste ici. Donc, avant de se connecter à notre unité, on va la setter comme ça. Donc, on met à jour notre variable d'unité et ensuite, si elle est valide, on refait toutes les connexions qu'on avait fait avant. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, je vais juste retourner dans l'event graph rapidement pour connecter ma fonction dans le préconstruct parce que là, il n'est plus connecté. Donc, je vais juste le connecter ici et on va lui passer l'unité qu'on a déjà par défaut. Donc, voilà. Donc là, la logique devrait être comme avant. Il ne devrait rien avoir de brisé. OK, maintenant, on peut retourner dans le set link to unit et là, on va modifier la logique un tout petit peu pour se déconnecter de l'unité précédente comme on vient de faire dans notre unit info. Donc, je vais juste me rajouter une petite pin dans ma séquence ici et avant de setter ma nouvelle unité et me connecter à tous les callbacks et tout, en haut de tout ça, je vais me déconnecter de l'unité précédente. Oh, et en fait, juste pour que ce soit un petit peu plus clair, que ici, l'unité qu'on soit en input, c'est pas le même nom que l'unité de la variable qui se trouve dans notre widget. Je vais juste renommer mon unité ici. Je vais la renommer Desired Unit à la place de juste Unit. Et maintenant, on peut se déconnecter de notre ancienne unité. Donc, on va commencer par regarder si notre ancienne unité était valide. Si c'est le cas, on va la déconnecter de tous les callbacks. Donc, je vais juste me déplacer à droite ici, commencer par le déconnecter de mon callback onOverChange, comme ça ici. Ensuite, on va déconnecter ces deux autres callbacks-là qui sont ici, donc onSelectedChange et onActiveInCombatChange. On les
déconnecte et ensuite je vais aller à droite, on a un autre callback juste ici, donc je vais juste le déconnecter lui aussi, voilà. Donc là, notre unité précédente devrait être déconnectée et on peut reconnecter notre unité suivante. Parfait. Et maintenant, on devrait être capable d'aller appeler notre set linked unit à l'intérieur de notre unit info. Donc, on peut retourner ici, on va aller dans notre fonction qui update l'unité qui est liée, donc update linked unit ici. Et à la fin, après avoir seté l'unité de notre HP bar, on va aussi setter l'unité de notre widget de unit icon. Donc, on set le linked unit ici et on va setter le linked unit ici. Voilà, on peut lui passer le linked unit qu'on veut setter en desired unit. Voilà, donc là, maintenant, notre image devrait se mettre à jour dans l'interface. Et donc, si je commence le combat, ah bon, ben, ça commence déjà bien. Mon guerrier apparaît en haut à droite, donc là, je peux le déplacer et tout. Ensuite, si je passe ma souris par-dessus le ranger, on voit que ça fonctionne bien. Le poulet aussi, la slime aussi. Même chose, si je passe mon tour, il devrait s'updater. Voilà. Donc, on voit que le portrait ici, en haut à droite, se met à jour maintenant. Parfait. Bon, là, il reste encore des petites choses à améliorer. La bordure autour, ici, de l'unité qui est active, on ne devrait pas la voir pour ce bouton-là parce que sinon, c'est un petit peu fatigant qu'elle disparaisse quand on passe notre souris sur une autre unité. Donc, on va juste désactiver la bordure. Et ensuite, on va continuer de faire nos améliorations. Mais avant, on va aller dans le button unit. Et on va se créer deux nouvelles variables. En fait, deux variables parce que je vais enlever la bordure, mais aussi je vais aussi désactiver le scaling qui arrive quand on passe notre souris sur les unités parce que c'est un petit fatigant ça aussi. Donc, deux nouveaux booléens. J'ai nommé le premier Enable Selected Outline et j'ai fait sûr qu'il soit instance éditable, expose on spawn et que la valeur par défaut soit true parce qu'on veut que le outline soit activé par défaut. Ensuite, la deuxième c'est Enable Overt Scaling et même chose, instance éditable, expose on spawn et la valeur par défaut est à true elle aussi. Et maintenant, on va aller les utiliser dans le graphe. Donc, dans le graphe, je vais zoomer ici sur le set selected is selected, juste ici. Donc, c'est ici qu'on affiche la bordure bleue et on va l'afficher seulement si jamais l'unité est sélectionnée et que la bordure est enabled, comme ça ici, en utilisant le nouveau booléen. Et on va faire la même chose pour le overt scaling qui est juste en dessous ici. Donc, c'est ici qu'on change le scaling. On va le faire seulement si l'unité est overt et aussi si jamais notre overt scaling est activé. Voilà. Donc là, on peut compiler ça. On peut retourner dans notre widget Combat Unit Info. Dans le designer, on peut aller décocher nos checkbox. Donc ici, je vais sélectionner mon portrait ici à droite et décocher le Selected Outline et aussi le Overt Scaling. Voilà. Donc ça devrait réparer le problème si on retourne dans le jeu. Et voilà, donc là, on voit qu'on n'a plus de bordure bleue autour de l'unité qui est dans le coin en haut à droite. Et ensuite, même chose, si je passe ma souris sur l'unité, on voit que le bouton dans la progress bar ici, il se fait scaler, mais pas le bouton en haut à droite parce qu'on l'a désactivé aussi. Parfait, donc ça fonctionne et je trouve que c'est un peu plus agréable comme ça, vu qu'il n'y a pas la bordure qui apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Parfait. Maintenant, la prochaine étape que je voudrais faire, ce serait de rajouter des bordures. On vient d'en enlever une, on va rajouter d'autres. Mais là, les bordures vont avoir la même couleur que l'équipe des unités. Donc, on veut faire ça maintenant. On va aller retourner dans le bouton de l'unité. Et on va aller commencer par se rajouter la bordure dans le designer. Donc, je vais juste me créer ma nouvelle bordure autour de mon bouton d'unité. Donc, clic droit Wrap with Border, qui est juste ici. Je vais la renommer Border underscore Team Color. Je vais faire sûr qu'elle est une variable. Et ensuite, on va copier les mêmes settings qu'on avait dans notre Border is Selected. Donc, je vais aller ici, dans ma broche, je vais faire clic droit, copie. Dans ma Team Color, je vais faire clic droit, paste, et voilà. Donc là, on a la même broche qu'on avait avant. Aussi, je vais changer le padding ici pour que ça soit 5, comme qu'on avait dans notre autre border. Parfait. Oh, en fait, j'ai oublié le brush color, donc je vais retourner dans mon border is selected, copier le brush color, et ensuite on va le paster juste ici. Voilà. Maintenant, on devrait pouvoir aller dans le graphe pour aller changer la couleur de notre bordure basée sur l'index qu'on lui passe. Donc, ce que je vais faire, c'est aller dans le graphe, aller en bas complètement ici et me créer un nouvel événement. Donc, nouvel événement, event underscore set team index color. On lui passe l'index qu'on veut appliquer. Je vais promouvoir cet index-là dans une nouvelle variable. Donc, une nouvelle variable juste ici, un team index. J'ai mis ma variable instance éditable et expose on spawn comme d'habitude. Et ensuite, si je compile, je vais lui mettre le team index par défaut à -1 parce que je ne veux pas avoir de bordure de visible par défaut. Donc voilà, ensuite, vu qu'on a notre variable, maintenant on peut l'utiliser pour changer la couleur de notre bordure. Donc Border Team Color, on peut faire un set brush color en utilisant la couleur de l'équipe. Et maintenant, pour pouvoir tester, je vais aller dans mon set linked unit et on va aller, dans le fond, après avoir processé tous les trucs des unités, ici, on va aller à la fin. C'est ici qu'on affiche le is selected et si l'unité regarde à gauche ou à droite. Et on va aussi afficher la couleur de la bordure juste ici. Donc set team index color en lui passant le team index. Parfait. Donc maintenant, on devrait pouvoir aller dans le designer. Si on sélectionne notre root ici, on devrait pouvoir changer notre theme index pour pouvoir changer la couleur de la bordure. Ok, ça a l'air de fonctionner, mais les couleurs sont pas très belles. Je crois que ça, c'est à cause de quelque chose dans la border de Team Color. Ici, la teinte. Ouais, la teinte, on va la reset, comme ça, elle va redevenir blanche. Et voilà, maintenant, notre bordure devrait avoir la bonne couleur. Si je switch dans mes équipes, voilà, on dirait que ça fonctionne bien. Parfait.
Maintenant, il faudrait juste assigner la couleur de notre bordure basée sur l'équipe de l'unité qui est sélectionnée. Donc ça, on pourrait le faire, mais par contre, on n'a pas de callback qui nous indique c'est quand que l'équipe de l'unité se fait changer. Donc on va aller juste se rajouter ce callback-là, comme ça au moins il va se mettre à jour en tout temps. Donc dans mes unités ici, je vais ouvrir mon BP Unit et me créer un nouveau callback. Et voilà, donc onUnitTeamIndex changed. Et ici en haut à droite, je me suis rajouté une variable de type unit. Maintenant, on peut aller dans notre fonction setTeamIndex pour aller l'appeler et on va l'appeler à la fin. Donc ici, on change notre teamIndex et à la fin, une fois que toute la logique est faite, on va simplement appeler notre callback pour dire que le teamIndex de notre unité vient d'être changé. Parfait. Maintenant, on peut aller utiliser ce callback-là à l'intérieur de notre bouton d'unité. Donc, bouton d'unité dans le graphe. À la fin, ici, on va se connecter au callback comme qu'on a fait pour les autres callbacks. Donc, première étape, c'est de se déconnecter de notre callback. Donc, je vais juste me déconnecter de cette façon. En ce moment, on n'a pas d'événement à assigner. Donc, je vais juste retourner dans mon event graph et me créer un nouveau custom event ici, onUnitTeamIndexChanged. Et je lui passe un unit en input parce que c'est la même définition que notre callback. Voilà. Maintenant, on peut retourner dans notre setLinkedUnit et l'assigner ici. On peut sélectionner onUnitTeamIndexChanged. Voilà. Et maintenant qu'on a déconnecté l'unité précédente, on peut reconnecter notre nouvelle unité. Donc, on la connecte au même callback, donc onUnitTeamIndexChanged. Et ensuite, tout de suite après, je vais aussi appeler mon événement. Comme ça, il se fait mettre à jour aussitôt qu'on met à jour notre unité. Maintenant, on peut aller dans le graphe pour aller coder notre événement. Et en fait, on n'a pas grand-chose à faire parce que la seule chose qu'on veut faire, c'est appeler notre autre événement en lui passant le teamIndex de cette façon. Comme ça, la couleur de notre bordure va se mettre à jour. Donc, parfait. Maintenant, allons voir à quoi ça ressemble dans le jeu. Donc, je vais me racheter des unités. Voilà, unité, unité, unité. Et maintenant, quand je commence le combat, on voit que les unités ici ont la bonne bordure. Donc, ils sont bleus parce qu'ils sont dans l'équipe bleue. Et lui, il est rouge parce qu'il est dans l'équipe rouge. Si je passe mon tour aussi, ça fait la même chose pour la bordure de l'unité qui est en haut à droite. Parfait, ça fonctionne très bien. Par contre, j'aimerais peut-être aussi que les bordures soient visibles pour les unités qui sont ici dans mes teams, parce qu'en ce moment, elles ne le sont pas. Si jamais je me rajoute d'autres unités dans d'autres équipes, on voit qu'elles n'ont pas de bordure. Donc, on va aller changer ça. Et ça va être dans notre table de combat, dans notre debug menu. Donc, dans debug menu tabs, dans tab combat, qui est juste ici, on va aller dans le graphe et on va aller dans notre fonction qui met les boutons dans l'interface. Donc, c'est dans Populate Unit Teams on Grid ici. Et ici, on peut simplement lui passer l'unité et ça devrait fonctionner. Donc, je vais prendre mon input et le passer de cette façon. Voilà. Donc là, il devrait avoir la couleur dans le jeu. Donc, je vais me racheter des unités. Voilà, on voit ceux-là sont bleus ici. Ensuite, je vais changer. On va mettre les rouges qui sont ici. Ensuite, je peux mettre les verts qui sont ici. Voilà. Donc, on dirait que ça fonctionne bien. Et même les boutons réagissent quand on passe notre souris sur les unités. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Ça nous donne une façon de voir quelle unité qui est où. Parfait. Maintenant, par contre, j'aimerais faire l'inverse. En ce moment, quand on passe notre souris sur les unités sur la grille, ça nous le montre dans nos boutons, c'est lesquels qui sont hovered. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, quand on passe notre souris sur les boutons, ça ne montre pas sur la grille c'est laquelle unité qui correspond à ce bouton-là. Donc on va aller devoir changer quelques trucs dans le player action pour pouvoir être capable d'overwriter l'unité qui est hovered en utilisant l'unité qui se trouve dans ces boutons-là. Donc on va faire stop et on va aller dans notre player action. Et je vais me créer une nouvelle fonction juste ici, setHoverUnitOverride. Donc, on va pouvoir lui passer une unité qu'on veut utiliser pour overrider l'unité qui est en dessous de la souris. Donc, on va pouvoir l'écraser par une autre unité si jamais on veut le faire. Cette unité-là, je vais la mettre dans une nouvelle variable. Donc, promote to variable ici, overTheUnitOverride, juste ici. Et comme cette variable-là va écraser l'unité qui est en dessous de la souris, on va pouvoir appeler notre fonction updateOverTileAndUnit pour la mettre à jour. Donc là, on peut aller à l'intérieur de cette fonction-là et on va focuser sur la partie qui est juste ici, au moment où ce qu'on décide quelle unité qui est overed. En ce moment, on prend toujours l'unité qui est en dessous du curseur de la souris, mais on ne fera pas ça. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par déconnecter les deux pins qui sont ici. Donc, je vais juste déconnecter ces deux-là et me créer une petite variable locale temporaire juste ici pour contenir le contenu de mon unité. Donc, je vais la mettre dans une nouvelle variable locale ici que j'ai nommée U et je vais prendre cette variable locale-là pour faire ma comparaison et faire mon set à la fin. Donc, je vais comparer le U avec le overed unit pour savoir si c'est pas le même. Et même chose ici, je vais resetter mon overed unit en utilisant le U comme variable. Donc là, on n'a rien changé. C'est la même logique qu'avant, c'est juste qu'on s'est fait une variable locale entre les deux. Mais par contre, on va se rajouter un petit quelque chose ici. On va regarder si l'unité over the unit override ici est valide. Si ce n'est pas le cas, on va encore prendre l'unité qui est en dessous du curseur de la souris comme on le faisait avant. Mais par contre, si elle était valide, on va simplement utiliser cette unité-là pour setter la variable de notre U. Comme ça, si jamais l'unité override est valide, on va l'utiliser. Sinon, on va faire exactement la même chose qu'on faisait avant. Parfait, maintenant il reste juste à aller appeler notre setOverUnitOverride pour pouvoir setter la valeur de notre unité override en utilisant les boutons de notre interface. Donc on va aller dans notre bouton d'unité encore une fois et on va implémenter deux fonctions. Donc dans fonction ici, je vais overrider le onMouseEnter, donc quand la souris arrive sur le bouton, et ensuite onMouseLeave, donc quand la souris quitte le bouton. On va faire ces deux événements-là et on va passer l'information à notre player action.
Et la première chose qu'on va avoir besoin pour faire ça, c'est une variable vers notre player action pour pouvoir appeler notre fonction. Donc, je vais me créer une nouvelle variable juste ici. La variable va être de type BP player action que j'ai nommé player action. Je l'ai mis instance éditable et expose on spawn. Ensuite, la première chose qu'on va faire, c'est regarder si notre player action est valide. Donc, si jamais on a seté notre variable. Ensuite, on va pouvoir appeler notre fonction et c'est ce qu'on va faire, mais seulement si jamais notre unité est valide parce qu'on ne veut pas essayer de setter une unité qui n'est pas valide, ça ne ferait pas de sens. Donc, on regarde si notre unité est valide et si elle est valide, on peut appeler notre setOverUnit override dans notre player action en lui passant l'unité. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on est capable d'overrider l'unité qui est dans le player action. Maintenant, on va faire l'inverse. Donc, quand la souris quitte le bouton, ce qu'on va faire, c'est bon, premièrement, on regarde si le player action est valide. On regarde si l'unité est valide aussi. Jusque-là, c'est relativement simple. Ensuite, on va juste rajouter un autre petit check par contre avant de désélectionner l'unité. Ça va être de regarder si l'unité qu'on a de lier avec notre bouton, c'est la même que l'unité qui est override dans le player action. Parce qu'on ne veut pas qu'un autre de nos boutons, par erreur, désélectionne l'unité qui est override en ce moment dans le player action. Je ne sais pas pourquoi ça peut arriver, mais bon, si jamais ça arrive, ça serait un petit peu étrange qu'un autre bouton désélectionne l'unité qui était sélectionnée par un autre de nos boutons. Donc, on ne veut pas faire ça, on veut juste faire sûr que si jamais c'est la même unité, là, on veut la désélectionner. On fait un setOverUnit override en lui passant rien, comme ça va enlever l'override complètement. Parfait. Là, avant de tester, il faut être capable de setter notre variable de player action parce que sinon, notre bouton ne sera pas au courant c'est quoi le player action. Donc, il ne pourra jamais exécuter tout ce code-là. Donc ça, on va aller faire ça à deux endroits. Et le premier endroit va être dans notre unit info parce que ici, si on va voir dans le designer, on a notre bouton et on veut être capable que si jamais on passe notre souris sur ce bouton-là, ça sélectionne l'unité qui est dans le combat. Donc, je vais aller dans mon graphe ici, je vais aller dans mon set player action parce que c'est ici qu'on set la variable de notre player action dans notre widget. Donc, en même temps, je vais la passer directement à mon bouton de unit icon juste ici. Donc, bouton unit icon, on set notre valeur de player action en utilisant le player action qu'on vient de recevoir en input. Et le deuxième endroit, ça va être dans notre barre de tour. Donc, je vais retourner ici et ouvrir notre turn bar qui est juste ici. Ensuite, on va aller dans le graphe et on va aller dans notre fonction qui rajoute les boutons dans la barre. Donc, la fonction qui est juste ici, je suis déjà dedans, donc voilà. Et ici, dans notre create, on va simplement lui passer le player action. Donc, je prends mon player action, je lui passe, voilà. Donc là, maintenant, on devrait être capable d'override les boutons et ça devrait changer l'unité qui est override dans le combat. Et voilà, donc là, j'ai 4 unités sur la grille et si je passe ma souris sur les boutons, on voit que ça over l'unité qui est sous le bouton, qui est assignée avec le bouton. Parfait. Donc, hey, ça fonctionne bien, ça fonctionne très bien. Ça marche même pour le bouton qui est dans le coin en haut à droite. Parfait. Donc, ça, c'est super. Il reste juste une dernière petite chose que je veux faire avant de terminer la vidéo. Et dans le fond, c'est que ça soit possible d'attaquer nos autres unités en cliquant sur les boutons ici. Parce qu'ici, je vois que je le over. Et maintenant, si je clique sur le bouton, je devrais lancer mon sort. Et ça ne marche pas. Je ne suis pas capable de lancer mon sort en cliquant sur mes boutons. Si je clique sur l'unité, ça fonctionne. Mais si jamais je clique sur le bouton en haut à droite, ça ne fonctionne pas. Et la raison pourquoi, c'est que dans le fond, si j'ouvre mon BP Player Action et que je me mets en mode de debug, je vais voir dans le graphe ici, notre left mouse button, il ne se fait pas appeler. Donc, je vais juste déplacer ça ici pour qu'on puisse bien voir. Et voilà. Donc, on devrait voir ici, quand que je clique à gauche, ça fonctionne quand je clique n'importe où sur la grille. Mais par contre, si je clique sur mon bouton ici, qui est à droite, je clique sur le bouton, l'événement ne se fait pas appeler du tout. Et c'est ça le problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste se créer un autre événement qu'on va pouvoir appeler quand on clique sur nos boutons. Donc, on va aller faire ça rapidement avant de terminer la vidéo. Et donc, on va commencer par se créer notre événement. Donc, j'ai mon événement ici que j'ai nommé event_simulate left-clicked from external sources. Et je vais utiliser cet événement-là pour appeler les deux branches de mon left-click. Donc, cette branche-là ici et cette branche-là ensuite. Donc, je vais me faire une petite séquence. Je vais attacher la première pin à ma première branche et la deuxième pin à ma deuxième. Voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. On devrait pouvoir cliquer quand on appelle cette fonction-là. On reste juste à aller l'appeler et on va aller faire ça dans notre bouton d'unité. Et donc, dans le bouton d'unité, lorsqu'on clique sur le bouton, donc c'est l'événement qui est à quelque part, je ne sais plus il est où. Ici. OK, il est juste ici, donc unclicked button. Ici, on va simplement regarder si le player action est valide et si c'est le cas, on va pouvoir appeler notre nouvel event qu'on vient d'ajouter à l'intérieur. Donc là, on devrait pouvoir être capable de lancer des sorts en cliquant sur nos boutons dans notre barre de tour. Et voilà, donc là, on a plein d'unités sur la grille avec plein d'équipes différentes. Dans la barre de tour ici à droite, on peut voir qu'on a toutes les couleurs de toutes nos unités. Quand on passe notre souris par-dessus les unités et tout, ça met à jour le petit portrait en haut à droite qui nous indique combien de mouvements de points et d'actions de points que nos unités ont. Donc c'est parfait, on a beaucoup plus d'informations et ça ressemble beaucoup plus à une interface de tour par tour, donc ça fonctionne très bien. Et aussi, quand je sélectionne mon sort et que j'essaie de le lancer sur une autre unité, donc ici j'ai mon Ranger, je peux lancer mon sort en utilisant la barre de tour à droite. Voilà, donc la mécanique fonctionne très bien et je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui parce qu'elle commence déjà à être très longue même si on a juste fait un peu d'interface. Donc ça va être tout pour aujourd'hui, on se revoit dans la prochaine, bye bye!